Aujourd'hui, comme le prince Eric, Sunusi Ibrahim s'entend bien avec Ariel. Où s'en va Lionel Messi? On vous met la puce à l'oreille. Et l'Arabie Saoudite fait une poussée Benzema. Ici Azoun Camara. Ici Olivier Tremblay. Vous écoutez Tellement Soccer. Azoun Camara a l'air dans une forme resplendissante, les amis. Salut Olivier. En effet, c'est vrai, ouais. Oui. Bon petit week-end, tranquille, relax, ensoleillé aussi. Il faisait un petit peu chaud. Un petit peu? Ouais, un petit peu beaucoup même. C'était plus chaud en fin de la semaine. Oui, jeudi, vendredi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais sinon, non, c'était un bon petit week-end. Écoute, très, très content de reprendre de l'activité, de te retrouver ce matin. Et toi, comment ça a été ton week-end? Je t'ai vu danser presque. Oh, un instant. J'ai pas dansé, mais j'apprends à connaître des nouveaux sports olympiques. Je vois ça. Au breaking en fin de semaine. Comment c'était? T'as aimé ça? C'était bien. Non, mais c'est pas souvent que les gens des sports ont l'occasion d'aller à la place des arts. Pour aller travailler. C'est vrai. Puis bon, c'est ça, c'est agréable pour plein de raisons. Génial. Non, franchement, c'était bien. Puis je pense qu'on va faire un produit télévisuel intéressant. Génial. En 2024, sur les ondes de Radio-Canada, ici Télé, nos chefs d'antenne, tout ça. Plein d'annonces au cours des derniers jours dessus. On va faire des beaux trucs pendant les Jeux olympiques aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, de beaux projets en perspective. Tu iras danser sur... Oh, ça, je suis pas sûr. Sur Place de la Concorde. T'es pas sûr? Mais de belles idées. Ah, ouais. Franchement. Écoute, Azoun, on va commencer très rapidement. On fera pas longtemps là-dessus, mais il faut quand même qu'on revienne sur la semaine du CF Montréal. Et on va commencer avec ce que Hernan Losada avait à dire après le deuxième match de cette semaine-ci. Non, en général, des bonnes sensations, des choses positives, parce qu'on a donné beaucoup de minutes à joueurs qui, dans la dernière semaine, derniers mois, ne sont pas joués beaucoup. Le retour après de longtemps de James, de Mason Toy. On a terminé le match aussi sans des joueurs blessés. Donc, on a donné beaucoup d'opportunités. Donc, je pense qu'on a donné beaucoup de minutes à beaucoup de joueurs pour faire une bonne analyse et savoir, OK, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est qui des joueurs qui sont déjà prêts peut-être pour demander ou pour prendre plus de minutes et quel joueur besoin encore de travail pour améliorer. Donc, cette semaine, Hernan Losada était comme Jackson Pollock dans son atelier, qui avait la grande toile devant, puis qui lançait de la peinture un peu partout, regardait qu'est-ce que ça fait, finalement. Il y a eu d'abord un match nul de 2-2 à Washington contre DC United, puis ensuite cette défaite de 3-0 contre Philadelphie. Ça, c'était après la défaite à Philadelphie. Et Azoun, clairement, c'était comme une espèce d'expérimentation cette semaine-là. Est-ce que tu aimes le concept de, justement, presque faire une audition en milieu de saison pour certains joueurs? C'est concrètement ce qu'il a fait. Hein. Quand on écoute son discours, d'ailleurs, on a l'impression qu'il a trouvé la formule pour tirer le positif de cette expérience-là, en disant que pour lui, c'était un test, tout simplement, la volonté de relancer des joueurs, comme il a dit, des Toy, des Pantémis, qui manquaient de rythme. Mais moi, c'est vrai qu'on est amené à regarder ce qui se passe au niveau comptable. Grosse défaite, c'est vrai, en MLS, on veut pas ça, on veut de la continuité, on veut aller chercher des points. Et en même temps, j'ai aimé aussi la première période que j'ai vue du CF Montréal en termes d'animation, en termes de créativité aussi. Je pense à Hamdi au milieu de terrain. C'est un des joueurs qui a été nommé spécifiquement par Hernan Losada. Il y en a quelques-uns là, dont il s'est dit très, très satisfait. Ça ne m'étonne pas, parce que vraiment, moi-même, j'ai pas hésité à tweeter à la mi-temps en voyant cette première période. Tu es toujours sur Twitter. Non, justement, non. Et quand j'ai vu justement des joueurs qui pouvaient amener quelque chose de différent, en fait, j'ai aimé, moi, sa créativité, c'est le fait d'essayer de tenter. On a cette magnifique action où il lance Sinusi, talonnade, et Lapalainen
manque ce but. Je veux dire, si on a ce but, j'ai l'impression que c'est peut-être un des plus beaux buts qu'on a vu dans l'histoire peut-être du CF Montréal. Ouais, mais ça arrive des fois que la scie rate la baballe. C'est ça, exactement. Malheureusement, donc c'est vrai que moi, je le ressors positivement, en fait, et je valide ce qu'il dit. Ça nous permet de voir d'autres choses et d'apprendre, de se dire que un Hamdi qui était à la cave, entre guillemets, avant ce match, parce qu'il s'habillait même plus, on le voyait plus en partant, on se demandait même, tu sais, qu'est-ce qu'il faisait là? Ça fait des années. T'as failli dire l'autre mot en F. Exactement, parce que on se dit, attends, avec le potentiel qu'il a, il n'est pas habillé, il y a quelque chose, tu sais, il était aux oubliettes, ça y est. Et puis ce match-là. Et à ce poste-là, en plus, c'est super important parce que ce que Hernan Losada disait aussi, on cherche encore ce numéro 10-là qui peut donner des buts, des passes décisives, qui peut être décisif dans le dernier tiers, où il aurait aussi mieux pu dire on cherche Georgi Mihalovic. Exactement. Et dans cette défaite-là, j'ai l'impression d'avoir paradoxalement plus de réponses et plus de compétition qu'il peut avoir entre les joueurs, de concurrence, et de se dire que écoute, j'ai l'impression qu'il est rétabli moi dans le roulement de la concurrence, et que là on voit un Bryce 2 qui est pour moi à mes yeux en déclin depuis pas mal de matchs. On pensait que c'était lui qui allait porter l'équipe, il a ramené de la fraîcheur en arrivant, etc. Il se perd un peu. Moi, quand je vois ce qu'Hamdi arrive à ramener, je me dis, écoute, j'ai envie moi de le revoir. J'ai envie d'avoir une équipe solide derrière lui, avec un Wanyama qui va l'accompagner, qui va couvrir justement et lui donner la possibilité de faire des choses. Et moi, j'ai bien aimé, vraiment. Parlant de joueurs qui se rétablissent, dans un autre secteur de jeu complètement, Zachary Broguillard. Ouais. Qui, après qu'il ait signé une prolongation de contrat il n'y a pas si longtemps, il avait presque exprimé des doutes pas longtemps après parce que, il voyait qu'il était presque barré à son poste et puis il se demandait s'il avait pris la bonne décision. Puis là, le voilà qui anime le flanc droit, qui, j'imagine, à cause de sa seniorité, qui est capitaine à la fin de cette rencontre-là. Ouais. C'est formidable comme renaissance. Là. Bien sûr. Le voir justement, j'ai bien aimé moi son attitude aussi, la personnalité qu'il mettait. Quand on parlait de leader, j'ai l'impression qu'il l'incarnait aussi. Quand il y avait certaines invectives, c'est lui qui venait en premier justement mettre la pression aussi, montrer que l'équipe n'allait pas se laisser faire. Et c'est ce qu'on attend aussi d'un capitaine, d'un leader. Et je trouvais qu'il a très bien porté ce costume. Donc c'est paradoxal. Dans d'autres circonstances, j'aurais été totalement contre le discours de Losada. J'aurais même dit qu'il se trouvait des excuses par rapport à une défaite cinglante. Ça reste un point sur 6 cette semaine. C'est ça la réalité, parce que c'est la réalité. Mais au vu justement de la rotation, au vu de ce qu'ont montré quand même certains joueurs, je me dis, ok, là, tu les as comme remis sur la map, et ça te permet de créer une émulation qui était peut-être moins évidente il y a quelques semaines. Et ça rend la prochaine semaine vraiment intrigante pour moi parce qu'il y a une finale de coupe, faut pas l'oublier, ce mercredi à Vancouver contre les Whitecaps. Les Whitecaps, les communications de la MLS ont fourni une statistique intéressante. Il y a seulement l'Union de Philadelphie, à cause des résultats de ce week-end, qui ont gagné plus de matchs à domicile dans la MLS depuis que les Whitecaps sont rentrés au stade BC Place, donc après qu'ils aient dû s'expatrier comme les équipes canadiennes et tout ça. Donc, c'est depuis août 2021. Les Whitecaps sont une des toutes meilleures équipes à domicile. Qu'est-ce que tu vois dans cette finale-là? Qu'est-ce que Montréal va devoir faire dans cette finale-là? Et quelle munition est-ce que Losada a réellement, là? Ça a été un gros test, ça a été un gros match. Comme tu l'as dit, dans une entre difficile d'aller chercher des points à ce niveau-là. Un match de coupe à l'extérieur. Match de coupe à Vancouver, tu connais ça, toi? Oui, je connais ça, oui. Et je sais que ça va jouer sur des détails, sur la concentration, sur le degré en fait d'investissement que va mettre l'équipe, parce qu'en face, quand même des gros joueurs. Je pense à Gressel, je pense à Pedro Vite, des joueurs qui sont en forme et qui peuvent amener justement beaucoup de difficultés à la défensive du CF. On est ressorti de là-bas la queue entre les jambes avec un grosse défaite la dernière fois. Et je pense vraiment, enfin j'espère en tout cas que les joueurs vont s'en servir pour voir ce qui n'a pas été. Ça a été un cauchemar pendant 90 minutes. Quand on s'en souvient bien, peut-être un des pires matchs de l'histoire du CF lors de cette défaite-là. C'était dans les eaux de 7-1 à Kansas City. Ouais, exactement. Et j'espère qu'on va se servir justement de cette défaite, de la frustration vécue lors
de ce moment pour se dire, bah, OK, ce sentiment de revanche peut nous animer et nous dire que bah, là, on y va pour chercher un trophée. Et il est important d'aller chercher un trophée. Losada, lorsqu'il fait sa rotation face à Philadelphie, on a quand même un coach qui prend la mesure de ce championnat canadien-là. Il repose certains partants. Et dans son idée, c'est vraiment, vraiment d'aller chercher ce trophée-là. Je pense que c'est important pour lui aussi, pour asseoir justement son crédit d'entraîneur. Moi, je trouve ça tellement rafraîchissant de voir un entraîneur qui s'investit dans ce tournoi-là. Exactement. Le championnat canadien, la Coupe des États-Unis, même la Ligue des champions dans une certaine mesure. On dirait que pour certains entraîneurs, c'est comme... C'est une distraction, c'est un embarras. Nous, on veut gagner la MLS, puis c'est là-dessus qu'on se concentre. Puis non, au contraire, Losada, il fait ça comme si c'était une coupe, puis c'en est une. Exactement. Donc, accompagnons-le dans ce processus-là. On a enfin un entraîneur qui prend la pleine mesure, qui nous donne l'impression que c'est un gros événement pour le CF Montréal. Et je pense vraiment que c'est dans cet angle-là qu'on doit accompagner cette équipe et d'espérer en tout cas un gros spectacle de la part du CF. On va donc se coucher tard mercredi. Et tu as parlé de degré d'investissement. Tu as utilisé ces mots-là tout à l'heure. On va parler d'un autre degré d'investissement au CF Montréal. Une grosse nouvelle en soccer féminin cette semaine. Pour prendre un petit peu de recul, ça fait plus que 2 ans que je suis impliquée. Pas de capacité officielle que je travaille sur ce dossier-là. Mais c'est plus grand que nous. C'est plus grand que moi. C'est plus grand que le club. C'est pour la génération maintenant courante, des filles du PEF qui vont venir avec le club, mais c'est aussi la génération d'après qu'elles vont inspirer. Puis vraiment, avant l'annoncement, qu'est-ce qui existait au Québec, au club, c'était qu'est-ce que moi j'avais 2-3 générations précédentes. Alors, c'est le temps de le faire. C'est de leur donner quelque chose d'équitable parce que c'est juste, c'est mérité. Mais pour moi, c'est d'aller plus loin, c'est de dire qu'est-ce qui est possible pour la prochaine génération. Plus que 2 ans, donc, qu'Amy Walsh est allée luncher ou quelque chose du genre avec Patrick Leduc, qui se sont mis à parler de soccer féminin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'Impact de Montréal pour continuer la croissance du soccer féminin? Bien là, c'est annoncé. On vous en avait parlé il y a un certain temps, quand même, il y a plus qu'un mois. L'Impact de Montréal, le CF Montréal, qui prend en charge le programme Excel féminin de Soccer Québec. C'est le début d'une académie féminine avec les meilleurs du Québec. Entre 15 et 1800 et 1800. Amy Walsh se vieillissait tantôt en parlant de 2-3 générations précédentes. Moi, je parle des années 1800, ça va très bien. Mais c'est une grande nouvelle, Assoun. Une grande nouvelle, franchement, une très très belle nouvelle de voir que le CF Montréal concrétise en fait des projets qui nous semblaient, j'ai envie de dire, qui vous semblaient à Olivier, bien entendu, à Christine Roger, assez évidents. Je pense qu'on a énormément parlé de cet aspect-là durant de nombreux balados, et de voir que le CF Montréal emboîte en fait dans ces projets-là et essaye de rétablir, comme l'a dit Amy, des inégalités, tout simplement, ça, on ne peut qu'applaudir. Donc ça, c'est bien entendu une super nouvelle à ce niveau-là. Après, viennent tout de suite et sont venus aussi pas mal de questionnements aussi, de la part de certains observateurs. Comment tout ça va s'articuler? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ce programme existait déjà entre guillemets et qu'on en faisait c'est pas quelque chose de nouveau qui est créé, c'est ça. Une sorte de rebranding entre guillemets. Donc l'organisation a une expertise là-dedans. Exactement. Donc c'est super globalement, mais c'est vrai qu'on a hâte de voir à quoi cela va ressembler et j'ai hâte de savoir si toi tu as des échos à ce niveau-là. Ben écoute, là ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a une transition qui s'opère tranquillement pas vite, mais la date officielle de prise en charge, ça va être le 1er septembre. À partir de ce moment-là, vraiment, les joueuses vont faire partie de l'organisation du CF Montréal. C'est vraiment là que le programme va être pris en charge. Mais ça va continuer à Bois-de-Boulogne, à Laval. C'est là que le programme a déjà ses assises, puis ça va continuer pour un certain temps, pour certainement jusqu'à 2024-2025 dans ces eaux-là. Parce que, puis là, Assoun, toi qui connais l'endroit, tu vas pouvoir nous situer ça un peu. Le centre Nutrilait de chaque recoin est pas mal occupé en ce moment. Rajouter une autre équipe à ces installations-là, ce serait compliqué. Oui, je pense que l'enjeu pour eux, c'est vraiment ça. C'est d'arriver à trouver des créneaux qui fassent que le centre Nutrilait puisse accueillir un nouveau programme.
Il faut savoir aussi que le centre est ouvert aussi au public en général à certaines heures aussi. Donc, il est bien entendu principalement occupé par le CF Montréal, mais il y a des créneaux d'heures qui sont occupés par le public aussi. Et je pense que c'est là-dedans que se jouaient peut-être certains enjeux, qu'il a fallu du temps pour trouver certaines solutions. Et il faut donner crédit au CF. Je veux dire, on avait, comme il y a quelques semaines, quelques mois, invectivé le CF en se demandant s'ils allaient emboîter le pas, s'ils allaient y aller, qu'il fallait des têtes pensantes qui puissent avoir une vision et faire en sorte d'avoir la concrétisation de ce type de projet, comme l'ont fait à une certaine échelle aussi des Jean-Michel Aulas en France ou d'autres. Et moi, j'ai envie de saluer en fait l'avancée qu'il y a dans le regard. Je pense que c'est quelque chose de super important. Parce qu'il faut le dire, là, le programme Excel féminin de Soccer Québec, dans le milieu, on sait à peu près c'est quoi, mais pour le commun des mortels, Exactement. C'est pas quelque chose qui fait partie de la conversation nécessairement. Là, tu dis, il y a une équipe Exactement. de jeunes féminines au CF Montréal, ça change un peu la perception puis l'intérêt qu'on peut lui porter. Là. Je pense que c'est surtout là qu'est la croissance ici. Exactement. Et plus que ça, je pense que Aimé a dit que c'est un projet qui la dépassait. Le fait d'avoir des jeunes filles qui se disent que j'ai une perspective finalement d'avenir ou de possibilités qui me donne de l'espoir dans mon rêve, dans mon potentiel, dans mes qualités, je veux dire, ça n'a pas de prix. Ça ouvre des portes, ça n'enferme pas. Exactement. Et je pense qu'il faut absolument donner crédit à ce que fait le CF Montréal. C'est pas évident. On sait qu'ils ont pas mal de mal dans la logistique à mettre en place des projets, à réaliser des projets face à la pression de certains partisans qui sont souvent exigeants et qui demandent les choses maintenant, tout de suite, etc. Et donc, moi, quand j'ai vu ce type de nouvelles, là encore, je vais parler de Twitter une deuxième fois, mais j'ai tweeté à ce propos. Tout le temps, et tout le temps là-dessus. Et j'étais vraiment, vraiment, vraiment content de ce projet et hâte de le voir se réaliser. Et il faut dire aussi, Gabriel Gervais, pour ce qui est de l'espace, là, on parle que ça reste à Bois-de-Boulogne. D'une part, il y a peut-être des possibilités d'agrandir les installations au centre Nutrilait. Puis là, bon, est-ce que ça va ouvrir une boîte de Pandore? Parce que les installations de la première équipe, oui, c'est bien, mais c'est pas comme s'il y avait une tonne d'espace non plus. Donc là, est-ce que tout le monde va vouloir tirer la couverte de son côté? Et ce qu'il faut dire aussi, c'est, pour l'instant, bon, les filles restent à Bois-de-Boulogne, mais comme j'avais dit, ça peut être bidirectionnel. Les garçons pourraient aussi aller profiter de ces installations-là. Donc, il y a quand même une possibilité que ce soit gagnant-gagnant. J'ai demandé à Gabriel Gervais aussi, est-ce que Amy Walsh te tire les oreilles pour une équipe pro féminine? Il a répondu du tac au tac, chaque jour. Et je pense qu'elle fait bien, honnêtement, Amy Walsh, de faire ça, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi une équipe comme un club comme les Whitecaps a sauté à pieds joints dans le projet. Puis à Montréal, on fait attention. C'est toujours l'argent est le nerf de la guerre, puis je le comprends, mais il me semble en termes d'investissement qui a l'air, sans dire qu'il est sûr, mais vraiment prometteur. T'avais des habitudes qui montraient que tout simplement il y avait un manque, et voir Amy Walsh changer finalement ses habitudes, secouer le cocotier entre guillemets, c'est son rôle et elle le fait pleinement. Donc je pense vraiment que je pense que les choses vont dans la bonne direction. Ça va dans la bonne direction. Il y a des volontés faites de la part du président, la volonté aussi des joueuses d'avoir une structure qui leur permette de s'épanouir. Donc il a fallu plus de temps que d'autres peut-être, mais je veux dire, par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a certains mois, comme je l'ai dit, certaines semaines, je pense que l'avenir peut être brillant pour cet aspect-là, et je pense que le CF Montréal va, je l'espère en tout cas, accompagner au mieux ces programmes pour faire du soccer féminin une grande exposition ici au Québec et à Montréal. Donc ce sera une histoire à suivre. On sait que Amy Walsh et Diana Matheson peuvent se parler quand elles le veulent. Pourront parler de toutes sortes d'autres projets. À Saône, on avait des plans pour ce balado. Ouais. Samedi matin, tout a changé depuis. J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est un grand privilège. Demain, c'est son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons, avec
Il s'est dit beaucoup de choses sur Léo. Vous avez beaucoup analysé Léo. Cette année, il a été un élément important, toujours disponible, toujours présent dans les séances d'entraînement. Et que si même les remarques ou les critiques, que je trouve pas du tout justifiées, mais pas du tout justifiées. Quand vous êtes dans une saison, quand vous avez 35 ans et dans une saison où il y a une Coupe du Monde au milieu et que vos stats à la sortie, elles sont à peu près de toute compétition confondue, hors Coupe du Monde, bien évidemment. Vous êtes, je crois, je vais peut-être me tromper sur les chiffres, mais vous allez vous rectifier. Je crois 21 buts et 22 passes décisives, des choses comme ça. C'est-à-dire que Léo, il a été quasiment 43 fois décisif dans la saison avec une Coupe du Monde au milieu. Il a toujours été au service de l'équipe, toujours au service du jeu, de l'animation, d'être le passeur, le finisseur. Et que, je le répète encore une fois, pour l'entraîneur que je suis, ça a été un grand privilège, non pas de l'entraîner, de l'accompagner tout au long de la saison. Au moment d'enregistrer, Christophe Galtier a toujours un emploi au Paris Saint-Germain. Pas d'annonce de ce côté-là. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si tu avais été au Parc des Princes en fin de semaine, à Soun? Est-ce que tu aurais salué Messi? Est-ce que tu l'aurais invectivé? Est-ce que tu lui aurais lancé une bouteille? Qu'est-ce que tu aurais fait? C'est une bonne question. Écoute. C'est une bonne question, voyons. La réponse est évidente. C'est ça, parce que non, mais mon frère, mes deux frères étaient au Parc des Princes avec mon neveu en famille, relax. Donc je les ai appelés au moment de la célébration. Je leur demandais comment ça se passait, comment est-ce qu'ils vivaient la chose. Et puis voilà, c'était une belle expérience pour eux. Ils ont adoré, ils ont adoré le spectacle, etc. Et puis, ils auraient eu la même opinion que moi. Écoute, moi, j'étais juste déçu, mais c'était un spectacle, en fait. Je crois que, même scénarisé, tu n'aurais jamais imaginé, en fait, ce type d'image ou de scénario, en fait, dans ce mariage-là entre Messi et le PSG. Je veux dire, comment c'est possible que le meilleur joueur de l'histoire soit sifflé de cette façon-là, à ce moment-là? Je veux dire, il y a quelque chose qui... C'est pas possible, là. Je veux dire, on se rend compte qu'il y a... Oui, mais as-tu regardé Roland Garros? C'est Oui, ça que vous faites à Paris. Exactement, c'est notre spécialité. C'est là. ça que vous faites. C'est notre spécialité en ce moment et c'est grave, ça en devient grave. Alors oui, on peut donner une forme de responsabilité aussi à Messi. Est-ce qu'il a fait tous les efforts aussi pour s'épanouir à Paris? Est-ce que il y a eu, je veux dire, très très peu d'entrevues en fait avec les médias parisiens? Il s'est pas trop donné non plus. On peut pas dire qu'il a montré le plus grand des enthousiasmes dans cette saison aussi, c'est vrai. Mais de l'autre côté, je veux dire, cette scène de voir le meilleur joueur de l'histoire du football. Je pensais que c'était Cristiano. Pas encore changé d'idée? Non, mais dans un sens, mais faut donner crédit à Messi et Messi. Il y a pas de, j'ai les préférences pour Cristiano Ronaldo, mais quand on est objectif, ce qu'a fait Messi, ce qu'il a réalisé, c'est juste fabuleux. Bon, on a fini par l'avoir, les amis. Non, on l'a. Et moi, j'aime beaucoup Messi. J'ai pas de problème justement. Et c'est des images tristes de voir que t'as d'un côté un Paris Saint-Germain ultra perdant dans cette opération en termes en termes de marketing, en termes d'image et de spectacle. Et de l'autre côté, Messi qui fêtait en catimini. Tu sais, quand ils ont soulevé le trophée, Messi était derrière le moins de 18, là, le joueur moins de 18, en moins de 19. Messi était derrière lui. Il se disait, mais écoute, allez, faites votre fête. Je finis, je rentre chez moi, je prends mon jet et puis c'est réglé là. Et je trouve ça grave en termes de... C'était un spectacle désolant, vraiment. Mais un jet pour où, à Soun? C'est ça la question. Ouais. Parce que là, c'est officiellement officiel. Samedi, ça a été annoncé, c'était son dernier match contre Clermont, tout ça. Mais là, Barcelone, soudainement, revient dans le portrait, semble-t-il. Ce matin, lundi matin, le père de Messi qui aurait rencontré Joan Laporta, le président de Barcelone, avec un intérêt marqué. Par contre, les règles de la Liga, pour moi, ça me semble être un gros obstacle en termes de contraintes financières et tout ça. Est-ce que tu y crois à Barcelone? Je sais pas. Il me semble que ce serait trop beau pour être vrai. Au vu du spectacle offert par la cérémonie du Paris Saint-Germain, j'ai quand même envie de le voir finir. Ma première idée serait de le voir finir au FC Barcelone, d'avoir justement cette saison qui...
voilà, qui le remettrait dans son piédestal, qui soit fêté de façon digne en fait aussi dans son club qui est le FC Barcelone. Après c'est sûr qu'il y a des réalités économiques, de nouveaux horizons qui s'ouvrent aussi pour les gros joueurs aujourd'hui dans le monde. On va en parler plus tard de l'Arabie Saoudite, mais aujourd'hui, pourquoi pas de la MLS aussi. Je veux dire, ce serait, pour moi, ce serait le ticket gagnant. Si la MLS arrivait à attirer un joueur comme Lionel Messi, on en a parlé un petit peu plus tôt cette saison, je pense que ce serait... L'Inter Miami avec Apple et puis d'autres commanditaires pourraient lui faire un pont d'or. Exactement, ce serait une opération extraordinaire pour les deux marques, pour les trois marques que sont la MLS, Apple et Messi. Et je pense que tout le monde pourrait voilà, tirer profit justement de ces opérations-là. Et puis j'ai l'impression que voilà, au-delà du retour pour faire la fête à Barcelone et qu'il soit traité et fêté comme il le mérite, je ne suis pas sûr, moi, que sur le plan sportif, ça soit un choix opportun, là, maintenant, aujourd'hui, pour les Catalans. Et ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, je pense qu'on doit revenir à l'essentiel, à ce qu'apporte... C'était seulement la première saison de Xavi, mais c'était pas... Alors que Xavi a l'air du dogmatique par excellence. Ouais. C'est comme, il y a une manière de bien jouer à ce jeu-là, puis les autres manières sont pas bonnes. Mais c'était un Barcelone pas mal plus pragmatique que ce que j'aurais imaginé de la part de Xavi. Là, je ne sais pas comment Messi s'inscrit. Tu as tout à fait raison. C'est ça. Pour moi, c'est le pire champion de l'histoire du FC Barcelone. Je veux dire, c'était pas flamboyant. C'était très pragmatique, comme tu l'as dit. On n'a pas retrouvé l'essence du Barça, etc. J'ai l'impression qu'ils ont besoin de continuer justement ce renouvellement, cette avancée. Et puis, quand tu qu'ils commencent par pouvoir inscrire tous leurs joueurs. Déjà, tu vois. Et donc, quand tu réinscris un Messi dans ce schéma-là, tu as l'impression de faire un retour en arrière pour faire de la place aux meilleurs joueurs du monde. Et c'est un peu la philosophie qu'a eu le Paris Saint-Germain. Ça n'a pas fonctionné sur le terrain. Messi à 35 ans, c'est pas le Messi de il y a à peine 5 ans. Donc moi, je pense qu'il y a des choix cruciaux à faire. Et j'espère, en tout cas, j'espère vraiment que la MLS, que l'Inter Miami, que Apple aussi se mettront à fond sur le dossier, parce que ce serait une occasion extraordinaire de faire avancer la visibilité de la Ligue, par contre qui, elle, en gagnerait assurément. Tu sais, c'est quoi l'image mentale que j'ai eue hier? Je réfléchissais à ça. Dis-moi. Je voyais Lionel Messi passer du tunnel du Stade Saputo au terrain. Il y a comme une zone, il y a un no man's land entre les deux. Combien de gardes de sécurité ça va prendre pour sécuriser ce petit passage-là? Des partisans ceux qui fréquentent le Stade Saputo savent exactement de quoi je parle. Ça va mal finir s'il vient au Stade Saputo. La sauce au hot dog des partisans qui passent entre les tunnels. Mais oui, forcément. Et regarde, imagine, tu parles de regard et d'imagination, mais imagine un Lionel Messi, je veux dire, au Stade Saputo. Je veux dire, t'assisterais à un spectacle jamais vu, en fait. Et un événement, je pense, jamais vu en Amérique du Nord, entre guillemets. Je veux dire, l'effervescence que ça donnerait, des partisans de partout qui viendraient juste pour cet événement-là. Et tu peux capitaliser derrière, justement, en fidélisant, pourquoi pas, une partie du public. Je veux dire, globalement aussi, en termes de vues pour Apple. Je veux dire, en Argentine, on s'abonnerait pour voir la MLS aujourd'hui. En Afrique, là où peut-être des partisans ne se pas penchés dans l'idée d'aller voir la MLS, se connecteraient juste pour voir un Lionel Messi jouer face aux autres écuries. Et je pense que c'est une occasion extraordinaire et rêvée pour se pencher sur ce dossier-là. Mais à travers ça, il y a aussi l'Arabie Saoudite. Et tu l'as mentionné, l'Arabie Saoudite qui... fait les yeux doux à Messi, qui y est déjà allé, qui en est un ambassadeur du tourisme ou quelque chose du genre. Et là-bas, on dit Messi s'en vient. Soit. Il ne serait pas tout seul à être là-bas. Il y a Ronaldo qui y est déjà. Et là, il y a Karim Benzema. Yes. Il y a quelques jours, je pense que c'est peut-être même samedi, Carlo Ancelotti disait « Ah non, Karim Benzema... lisez pas ce que vous pouvez trouver sur Internet. Ça veut rien dire. » Puis dimanche, on annonce comme ça que c'est terminé. Karim Benzema, c'est terminé au Real Madrid. Après 14 saisons, il était arrivé de Lyon à l'été 2009. 14 saisons avec le Real Madrid, 25 trophées majeurs, 355 buts
en 649 matchs. Il y avait une petite phrase que j'ai trouvée bien dans le communiqué du Real Madrid. Karim Benzema s'est gagné le droit de décider de son avenir. Hein? C'est pas de la poésie, ça. Mais là, décider de son avenir, est-ce que c'est justement l'Arabie Saoudite? Parce que là, on l'annonce à Al-Ittihad avec potentiellement un salaire dans les 9 chiffres, dans les centaines de millions. Qu'est-ce que tu ferais avec des centaines de millions, Hassoun Camara? Hein? Oh là là. Non, mais c'est pas la première fois que je pose cette question-là dans ce balado aussi, mais de combien d'argent tu as besoin à un moment donné? Ça peut être une critique formulée pour certains joueurs, justement, qui décident de finir leur carrière dans certains Eldorado. Mais tu vois, tu m'as posé la question de ce que je ferais avec ce type de somme. C'est tellement énorme que tu n'arrives même pas à l'imaginer, en fait. Tu ne peux pas concevoir qu'est-ce que tu fais avec ça. Exactement. Et je pense que c'est là où on doit se mettre à la place de certains joueurs qui ont acquis, comme le dit le Real Madrid, le droit de choisir pour leur avenir. Et un Karim Benzema qui a une carrière, juste exceptionnel en fait avec le Real Madrid, c'est juste fabuleux, peut-être une des plus belles carrières de l'histoire du football, et qui arrive justement à sortir de ce club qui est le Real Madrid avec, je veux dire, un nom au fil d'or en fait, parce que ce qu'il arrive à faire, c'est tout simplement être l'un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur, je ne sais pas, ça dépendra des débats, mais attaquant de l'histoire de ce club, et c'est juste fabuleux. Quand on dit Benzema aujourd'hui, on parle de Raoul, on parle de Di Stefano, et je pense qu'il rentre dans la case des grands joueurs, peut-être même qu'il laisse même une empreinte plus forte que celle de Cristiano Ronaldo au Real Madrid aujourd'hui, au vu de tout ce qu'il a fait. Donc, mais justement, est-ce que le fait qu'il parte potentiellement, c'est pas confirmé encore, mais pour l'Arabie Saoudite, est-ce que pour toi, ça vient entacher ce palmarès-là? J'aurais préféré, moi, qu'il finisse sa carrière au Real Madrid, tout comme j'aurais préféré que Messi finisse sa carrière au Barça. Mais t'as pas voulu qu'il termine ça à l'OL? Non. Madrid, c'est Madrid. J'aurais été diverti. C'est ça. Mais non, je pense que... Je pense vraiment que il a le droit, finalement, d'aller... finir financièrement sa carrière dans un Eldorado comme l'Arabie Saoudite, un pays qui est décrié, c'est vrai. Un pays qui bafoue les droits de l'homme et qui ressent certaines critiques. Mais est-ce que c'est aux footballeurs finalement d'assumer ces responsabilités géopolitiques, entre guillemets, là où on voit que des échanges sont faits entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, l'Arabie Saoudite et le Canada, là où il y a des échanges... L'Arabie Saoudite et le nord-est de l'Angleterre. Exactement, il y a des échanges qui sont faits de partout sur le plan commercial, et on demande aujourd'hui à Karim Benzema d'endosser cette responsabilité et de dire non, tu n'as pas le droit d'aller là-bas parce que l'Arabie Saoudite est un pays décrit comme ceci. Oui, mais là, tu vois, là où j'ai un problème avec ce rationnel, ce raisonnement-là, je l'ai trouvé. C'est comme si c'était l'Arabie Saoudite ou rien. Non, Karim Benzema a le choix. Non. Il y a d'autres. 200 millions? Pas pour cet argent-là, ça va de soi, mais 200 il y a plein millions. d'endroits sur la Terre où est-ce qu'il peut continuer d'aller jouer au foot. Olivier, regarde-moi. Ouais. 200 millions d'euros. Donne-moi-en 5 puis je vais être content. Mais non, Olivier, mais c'est bien 5 là, puis je suis cédé pour la vie. Il faut se dire la vérité. À la fin, je veux dire... En as-tu 5? Je vais les prendre là. Quand tu as gagné une certaine somme, en fait, pendant ta carrière, où tu vois ce que t'as donné ta carrière, et sa carrière lui a donné énormément. Je pense que sur 2-3 générations, c'est réglé là au niveau de Karim Benzema, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'un club te propose en fait de gagner ce que t'as pas gagné en 15 ans, et tu as la possibilité de le gagner en 2 ans, il faut être pragmatique et se dire la vérité. Il y a personne. T'en parles comme si le Real Madrid l'avait négligé pendant 13 ans. Ils l'ont pas négligé, là. Ils l'ont très bien traité. Mais t'as un pays, t'as un club qui vient et qui te propose 200 millions d'euros sur 2 ans. On parlait dans un autre monde. Je suis désolé, mais je parlais de hockey, mais de Caulfield qui vient de signer justement son nouveau contrat. Et je veux dire, il n'y a pas de commune mesure. On est tous subjugués par les sommes que peuvent gagner les joueurs de hockey au Québec, en Amérique du Nord, et c'est fabuleux. C'est exceptionnel, et c'est même les discussions les plus fortes au Québec sur les salaires, sur les échanges, sur les transferts, etc. Et on parle de 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, c'est extraordinaire. Mais là, on te dit 200 millions d'euros. Je ne sais pas si les gens mesurent en fait ce que ça peut représenter pour un joueur comme Karim Benzema. C'est une chance
qui se présente à personne, peut-être à 3 personnes dans le monde. Cristiano Ronaldo, Messi, Karim Benzema. On te donne 200 millions d'euros sur 2 ans, mais t'es obligé justement d'aller voir Florentino Pérez. Dire, écoute, ça s'est très bien passé entre nous, j'aurais adoré finir au Real Madrid. Mais la réalité, c'est que toi et moi, on peut pas dire non. Et je pense que c'est dans cette opération-là, dans le fait d'avoir l'opportunité de finir sa carrière à 35 ans, il faut le répéter, Karim Benzema à 35 ans, il est ballon d'or aujourd'hui, il se mérite le droit, comme l'a dit Florentino Pérez, de choisir sa destination et d'aller de prendre ce qu'il a envie de prendre où il veut en fait. Bon, tu sais qui prendrait pas les 200 millions? Zlatan. Zlatan, il n'a pas pris l'argent quand on lui a proposé d'aller en Chine, il a préféré venir au LA Galaxy. Zlatan, il a pris 100 millions. Il a refusé 100 millions, pas 200 millions. Ah ben là, excusez, pardon. Tu sais. Non, mais tu Je suis vois... trop romantique, je suis comme Zlatan, je suis romantique. Oui, mais je veux dire, il a refusé, c'est vrai. Dans sa déclaration, on ne sait pas ce qui va plus se passer derrière, on ne sait pas ce qui... Mais il a bien fait parce que ça s'est complètement écrasé, ce championnat-là, par la suite. Oui, écrasé. dans- Sa résonance a duré quoi, 2 ans? J'ai parlé de Zlatan tout à l'heure, hein? Zlatan qui... écoute, 41 ans. Ouais. 34, oui, trophées majeurs avec 9 clubs, 62 buts en 122 matchs avec son équipe nationale et surtout une attitude désinvolte. Zlatan a annoncé sa retraite un peu, j'allais dire, à la surprise générale. C'était juste qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit dimanche, ce jour-là, précisément. On savait que ça s'en venait forcément à l'âge qu'il avait, les blessures. Il a joué un match au cours de cette saison-ci. Donc, il est allé dire au revoir à San Siro. Qu'est-ce qu'on retient de la carrière de Zlatan? Ça en fait beaucoup, là, soudainement, là, qui soit partent de l'Europe, prennent leur retraite, quittent. Je veux dire, on parle même pas d'Eden Hazard qui part du Real Madrid. C'est dire à quel point son étoile a pâli depuis quelques années. Zlatan, Ouais, t'as raison. c'est quoi la carrière de Zlatan? T'as raison, je rejoins ce que t'as dit, où on a l'impression qu'il y a beaucoup d'étoiles qui filent justement du monde du football. Et de voir ces joueurs partir, de voir cette page se fermer, ça fait quelque chose. Et ça m'a amené dans les souvenirs finalement de jeunesse, de voir Zlatan jouer au foot. C'était juste fabuleux. Fabuleux sur le terrain. Je me rappelle à des actions de classe, de légende. Vraiment C'est renversé. incroyable, c'est renversé entre autres, mais qui sont tout aussi belles que ces déclarations fracassantes aussi. Je veux dire, on a tous été marqués par sa personnalité. En fin de semaine. Encore en une fin de fois. semaine, quand les supporters de Vérone le huaient, puis lui disait « Continuez de me huer, c'est le meilleur moment de votre saison. » Exactement, encore une fois, et je pense vraiment que c'est tout ça qui va nous manquer. C'est un joueur fabuleux, c'est une légende du football, tout simplement. Il a marqué l'histoire partout où il est passé. Il a gagné des championnats presque partout où il est passé aussi. Il a marqué son 500e but à Toronto. Aussi, et d'un but, exactement, face à Toronto, d'une reprise de volée karatéka, mais juste exceptionnelle aussi. Donc, toutes ces images. Dans Street Fighter, ça. Exactement, c'est des images que lui seul pouvait nous offrir. Et je pense vraiment que écoute, on a vu des larmes de joueurs, je veux dire, sur le terrain, accompagner justement ce départ, des partisans. Zlatan lui-même était super émotif, on l'a rarement vu comme ça. Exactement, des partisans, Zlatan aussi verser la petite larmichette. Donc, écoute, c'était des magnifiques images, des belles images que le football pouvait proposer, aux antipodes de ce qu'on a pu voir finalement au Paris Saint-Germain, avec un Messi qui était voilà, on passe à autre chose. Mais justement, quand on parle de football, de ferveur, de culture foot, je pense que ce qu'on a vu hier nous a réconciliés en fait avec cette image-là et colle avec ce que tu dis, le fait qu'il n'ait pas accepté d'aller jouer ailleurs pour des centaines de millions, ça lui a offert finalement cette sortie-là et cette émotion-là, et c'est ce qu'on a aimé. On a aimé ça, tout comme Karim Benzema a le droit d'aller en Arabie Saoudite, Zlatan a le droit de faire des films d'Astérix. Exactement, aussi, dans un sens. Et de nous offrir aussi ce type d'émotions qui n'ont, pour toi, Oli, pas de prix. Ouais, non. Mais là, ça veut dire que c'est pas lui qui va remplacer Benzema au Real Madrid. Ça aurait été rigolo. Ça ne l'a jamais empêché. Je veux dire, il a joué pour l'Inter et pour l'AC Milan. Il aurait pu jouer au Real Madrid après avoir joué pour Barcelone. Qui va remplacer Karim Benzema? Écoute... Harry Kane? Firmino? Ça serait pas mal. Harry Kane serait vraiment pas mal. Rossellou, ancienne légende de Newcastle.
Ah, pourquoi pas aussi. Pendant que tu vas signer, mais Non, il mais va se tirer le banc. J'ai hâte de voir ce que va faire le Real Madrid, quel mouvement ils vont nous offrir. Mbappé, Bah oui, moi j'ai tellement vu... Haaland, Non, tant qu'à virer fou. je veux dire, Mbappé a tellement assuré sa présence au Paris Saint-Germain que j'ai l'impression que ça cache quelque chose en fait. Tu vois. Dans ses déclarations, c'est la déclaration pure du joueur qui va partir en fait, en disant bah, je reste au PSG, je suis sous contrat, je suis là l'année prochaine. Comme quand Pep Guardiola dit d'un de ses joueurs, c'est un génie, puis je pourrais pas jouer sans lui. Puis Voilà. il est vendu 6 mois après. Exactement. Et j'ai l'impression que dans le business, bah, j'ai envie de surveiller ce mouvement-là et de me dire écoute, Kylian Mbappé en neuf, alternant le côté gauche aussi avec Vinicius. Ça peut être quelque chose, ça peut être un massacre aussi au Real Madrid. Donc, Vinicius puis Benzema, ça y allait. Déjà, ouais, donc on verra ce que ça donnera. Mais j'ai hâte de voir quel mouvement en tout cas va faire le Real Madrid. Mais ça annonce de belles choses. Hein, parce que demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas assez. Non, À malheureusement. Madrid. On va faire un petit tour justement en terminant sur cette finale de Ligue des Champions qui a lieu samedi. Il en manque un pour City. Champion d'Angleterre, champion de la Coupe en fin de semaine contre Manchester UFC. Et une belle finale de la Coupe. Et là, c'est la finale de la Ligue des Champions. Déjà, un club champion d'Europe qui a été couronné avec Barcelone, qui est de retour au sommet de la Ligue des Champions féminines. Victoire contre Wolfsburg, 3-2 en finale samedi. On a un champion sur notre continent aussi, Léon, qui a battu LAFC. Et là, samedi à Istanbul, City contre l'Inter. Commences-tu à avoir des papillons, Hassoun? Gros match en perspective. Gros match, franchement, au vu de ce qu'arrive à faire Manchester City. Et Papillon risque de s'envoler samedi en après-midi ici, mais ça va être un gros match au vu de ce qu'arrive à proposer City. Moi, j'ai trouvé impressionnant, c'est incroyable en fait, cette force collective qu'ils arrivent à dégager. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire sans Gundogan l'année prochaine? Ça va être toute la question aussi, parce qu'il est, je veux dire, il est fabuleux. Ce qui arrive on a beaucoup parlé justement d'Haaland, de joueurs comme Kevin De Bruyne. Je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est des joueurs fabuleux, mais qui cachaient justement je veux dire, l'essor en fait de ce capitaine Gundogan, qui est juste fabuleux à son poste. Le troisième doublé, il me semble, en moins d'un mois. Il arrive à débloquer des situations exceptionnelles. Son but en 15 secondes, il nous sort une reprise de volée face à Manchester United. Je veux dire, comment éteindre une équipe? C'est mieux que ça, je veux dire, il est plus efficace qu'un extincteur, ce joueur-là, c'est incroyable. Et il arrive à nous offrir un spectacle et une garantie, en fait, match après match, qui est juste, c'est indécent, en fait, d'efficacité et de, voilà, et de talent, en fait, match après match. Et c'est ce qui me fait dire que j'ai envie de voir l'Inter de l'autre côté. Je veux dire, l'Inter représente en fait l'équipe idéale qu'un Mourinho aurait pu entraîner en fait dans l'idéal d'avoir. On va y revenir. C'est ça, d'une équipe physique défensive qui veut embêter justement ce Manchester City. Donc une équipe qui ressemblerait à la philosophie d'un José Mourinho. Et j'ai envie de voir si l'Inter va être capable finalement de freiner ce rouleau compresseur que Manchester City. J'ai l'impression qu'ils sont juste inarrêtables en fait, et que leur destinée est toute tracée et qu'il n'y a absolument rien qui peut les arrêter. Ouais, la seule équipe anglaise qui a réussi le triplé, c'est Manchester UFC en 1999. Ouais. De manière un peu plus spectaculaire, là, les buts en fin de match, puis tout ça, la fameuse finale à Barcelone. On a posé la question sur nos réseaux sociaux.
qui, de Manchester City ou l'Inter, va gagner cette finale, c'est partagé. Mais quand on parle de City, c'est pas mal unanime dans le pourquoi. Maxime qui dit tout simplement Man City, point. Haaland, point. Samuel qui dit Man City avec Haaland, Gundogan, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva, 5 emojis différents. C'est dire à quel point ça vient chercher, Samuel, ces individualités-là. On parle de Haaland, mais c'est pas qu'il s'essouffle en fin de saison nécessairement, mais c'est plus... On parle des doublés de Gundogan. C'est plus lui qui met ces buts-là, qui marque le but vainqueur. Il fait partie du jeu, fait partie de la construction avec City, mais c'est plus lui qui est à la fin des actions depuis quelques semaines déjà, j'ai le goût de dire. Là. Est-ce que c'est pas ce qu'on voulait, justement, d'avoir un collectif huilé? On se posait la question de savoir si l'équipe collective allait être scindée avec l'individualité qui est Haaland, et c'était une problématique d'ailleurs pour Guardiola. On se disait, mais comment il va faire pour mettre un cyborg comme ça dans son collectif? Comme quand Zlatan est arrivé à Barcelone. À Barça, exactement. Et je pense vraiment que c'est au contraire pour moi un pari réussi de voir que tu vas finir la saison en regardant l'individualité qui était Haaland, qui a explosé les compteurs de week-end en week-end, mois après mois et dans toute la saison. Et de l'autre côté, de voir un collectif qui est peut-être le meilleur de ce qu'on a vu sous l'ère Guardiola, tout simplement. Donc, moi, je pense qu'au contraire, cet aspect-là, de voir un Haaland se fondre dans le collectif de cette façon-là, c'est une force de plus ajoutée à ce que nous a amené Guardiola en termes de travail tactique. Il ne faut pas oublier qu'avec Haaland, c'est pas seulement une question de gros sous, débarquer à City. Son père a joué pour City, donc il y a un attachement émotionnel aussi, ce qui explique peut-être certaines choses. Tony qui dit City, ce que propose City, oui, en qualité de jeu, mais après, voilà, il suffit d'une contre-attaque, un corner, coup franc ou pénalty dans le football. Tout est possible, mais avantage City quand même. Dans cette optique-là, Joël, qui est très, très précis avec sa prédiction, j'aime ça. 1-0, Inter. But de Lautaro Martinez sur une passe décisive d'Henrik Mkhitaryan. Possession, 85% City, 15% Inter. Tir cadré. 25 tentatives de tir, 18 cadrés pour City. 2 tentatives de tir, 1 cadré pour l'Inter. C'est la recette Mourinho. C'est fou parce que le 85-15, j'ai l'impression qu'on va pas être très loin de ces statistiques. Elle nous fait rire au premier abord, mais il leur a laissé les touches avec les 15%. Écoute, ça va être une opposition de style. Bien entendu, City ultra favori. Maintenant, certains diront qu'il est peut-être... Pardon. Qu'il est peut-être temps pour City de gagner un titre après tous ces milliards dépensés. Je pense que Jacques-Alexis serait d'accord avec moi derrière la console. Ça fait un moment là, aussi que Guardiola n'a pas gagné cette Ligue des Champions. Mais c'est ça, parce que c'est sa baleine blanche. Il y a deux regards. Il y en a certains qui vous diront que le jeu est léché, que ce qu'a réussi à faire Guardiola en termes de jeu, c'est juste fabuleux. Et d'autres qui vous diront, écoute, fabuleux, avec tous ces milliards dépensés, il est peut-être temps que tu gagnes enfin, tout simplement. Et que c'est vrai que Guardiola a eu un crédit à Manchester City que d'autres entraîneurs n'auraient peut-être pas eu, si on est tout à fait franc. L'objectif ultime pour City, c'était vraiment d'aller chercher la Ligue des Champions. Ça n'a pas été une réussite pour l'instant, mais voilà, je pense que cette saison peut permettre de gommer toutes ces interrogations-là. Je vais laisser le dernier mot à Mahmoud qui dit que c'est l'Inter qui va gagner parce que les Italiens gèrent très bien les finales. J'aime ça, mais disons que la dernière semaine avec la Roma de Mourinho, ouais, ça s'est un peu mal terminé. Et Mourinho qui, en tout cas, il a fait du Mourinho, puis c'est divertissant, mais jusqu'à ce qu'il franchisse la ligne. Allez voir les images, ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Anthony Taylor, l'arbitre qui est invectivé, voire agressé à l'aéroport en voulant rentrer chez lui. Parce que c'est de sa faute. Ouais. Dixit José Mourinho. On va suivre ça samedi. On en glissera peut-être un mot lundi prochain. Assoun, merci. Un plaisir. Merci, Olivier. Et bon sommeil jeudi matin après cette finale de coupe. Ouais. On va s'en reparler lundi prochain pour un autre Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.